Cette histoire va vous replonger dans une vieille affaire sordide, une tuerie dans un chalet à la montagne qui continue de hanter la France plus de 22 ans après, et surtout pourquoi elle revient sur le devant de la scène. Aujourd'hui avec une actualité qui va vous glacer le sang, car David Otia, le meurtrier de cette famille entière, pourra déposer une demande de la libération conditionnelle dès septembre 2025. En avril 2003, une tragédie frappe la famille Eflactif. Xavier, Graziella et leurs 3 enfants Laetitia, Sarah et Grégory disparaissent, quittent leur chalet confortable sans laisser de traces. L'inquiétude grandit lorsqu'un proche, Mario, trouve le chalet vide. Des indices bouleversants, comme des traces de sang, sont découverts au Grand Bornand. Peu après, David Otia, voisin et locataire, est arrêté. Il avoue les meurtres et mène les enquêteurs à des corps calcinés dans les bois. Mais il n'est pas seul dans ce crime odieux. Avec sa compagne et un couple d'amis, il a orchestré ce piège fatal. Les investigations avancent. Le chalet est perquisitionné, révélant des signes de lutte et de violence. Le procureur d'Annecy, Denis Robert Charot, explique la complexité de l'affaire. Des analyses morphologiques mettent en lumière la brutalité des événements. Les enquêteurs se sont particulièrement intéressés au dernier projet au nom de Xavier Flactif, un développement immobilier d'envergure concernant la réalisation de 150 logements dans la région. Xavier avait déjà prévendu 50 de ces logements à des investisseurs confiants, encaissant des sommes considérables avant même le début des travaux. Cependant, le conseil municipal avait finalement annulé ce projet, laissant 50 familles dans une situation catastrophique avec des emprunts bancaires pour des biens qui ne verraient jamais le jour. Ce refus représentait l'effondrement du système Flactif et plaçait Xavier dans une position financière intenable face à ses nombreuses victimes qui réclamaient justice. Face à cette disparition mystérieuse, les enquêteurs avaient initialement exploré 3 hypothèses principales. La première piste était celle de la fuite organisée. Xavier, conscient que son système s'effondrait et que ses créanciers se faisaient de plus en plus menaçants, aurait pu organiser la disparition de sa famille pour échapper aux poursuites judiciaires et aux vengeances. La seconde hypothèse, plus sombre, était celle du suicide collectif. Face à l'effondrement imminent de leur situation financière et sociale et à la perspective de poursuites pénales, la famille aurait pu choisir de mettre fin à ses jours plutôt que d'affronter la justice et la ruine. La troisième piste, qui s'est finalement révélée exacte, était celle de l'homicide. Parmi les nombreuses victimes ruinées par Xavier, certaines auraient pu passer à l'acte et massacrer toute la famille par vengeance. L'intervention de la police scientifique allait révéler l'horreur absolue de ce qui s'était déroulé dans le chalet familial. Les experts ont découvert une énorme quantité de sang dispersée dans toute la demeure, ne laissant aucun doute sur la réalité d'un homicide multiple d'une violence inouïe. Cette quantité de sang était telle qu'elle témoignait d'un véritable carnage, excluant définitivement toute autre hypothèse que celle du massacre. L'analyse minutieuse des lieux révélait des détails particulièrement troublants. Il manquait plusieurs couvertures dans les chambres des enfants, suggérant qu'elles avaient été utilisées pour envelopper ou transporter les corps. Cette disparition sélective de linge de maison n'était pas anodine et s'inscrivait parfaitement dans la logique d'un déplacement de cadavres. Plus révélateur encore, plusieurs morceaux de moquette avaient été soigneusement découpés dans différentes pièces du chalet. Ces découpes correspondaient exactement aux dimensions d'un corps humain, indiquant que le ou les tueurs avaient été contraints de retirer ces portions de revêtement, probablement trop imbibées de sang pour être nettoyées. Cette méthode témoignait d'une volonté de faire disparaître toute trace du massacre. La découverte la plus atroce restait celle des dents de lait retrouvées enfoncées dans le plancher. Ces dents d'enfant témoignaient de coups d'une violence extrême portés à un des petits membres de la famille, dont la tête avait été frappée avec une telle force que ses dents s'étaient littéralement incrustées dans le bois. L'enquête scientifique a permis d'identifier précisément 5 zones distinctes dans le chalet où des crimes avaient été commis, reconstituant ainsi le parcours macabre du ou des tueurs à travers la demeure familiale. Ces zones correspondaient aux différents lieux où chaque membre de la famille avait été assassiné, révélant la méthodologie implacable du massacre. Chacune de ces zones présentait des traces spécifiques de violence, projections sanguines, impact d'armes contondantes, traces de lutte désespérée. L'analyse de ces éléments permettait aux enquêteurs de reconstituer non seulement les circonstances de chaque meurtre, mais aussi la chronologie probable des événements qui avaient conduit à l'extermination complète de cette famille. Ces découvertes scientifiques transformaient définitivement cette affaire de disparition en enquête pour homicide multiple, orientant désormais tous les efforts vers la recherche du meurtrier. Parallèlement, le 4x4 familial des Flactif était retrouvé près de l'aéroport de Genève. À première vue,
Le véhicule paraissait propre et était soigneusement verrouillé, donnant l'impression que Xavier était parti avec les clés. Cependant, l'analyse scientifique du coffre allait révéler des traces d'ADN appartenant à chacun des membres de la famille assassinée, Graziella, Xavier et leurs 3 enfants. Cette découverte confirmait que les 5 corps avaient été transportés dans leur propre véhicule, transformant définitivement cette disparition mystérieuse en enquête criminelle pour homicide. Pendant toute la durée de l'investigation, David Otia adoptait un comportement particulièrement troublant qui aurait dû alerter les enquêteurs plus tôt. Posté en permanence sur les hauteurs environnantes, il surveillait méthodiquement les gendarmes avec ses jumelles, prétextant une simple curiosité de spectateur. Cette surveillance obsessionnelle révélait en réalité une anxiété profonde de voir l'enquête progresser vers lui. David se distinguait également par son discours extrêmement négatif sur Xavier Flactif, dépassant largement la critique légitime pour verser dans un dénigrement systématique et haineux. Sa présence constante auprès des médias lui permettait d'orienter le récit et de distiller sa version des faits tout en démontrant une connaissance troublante de toutes les pièces du chalet familial. Dans ses interventions publiques, il décrivait les biens des Flactif avec une pointe d'amertume révélatrice, trahissant son obsession pour leur train de vie luxueux. Alexandra Lefebvre tenait un discours tout aussi venimeux, mais avec une dimension plus personnelle et viscérale. Ancienne femme de ménage des Flactif, elle crachait littéralement sa haine contre Xavier, qu'elle décrivait comme un individu détestable qui traite les gens comme des domestiques. Elle racontait avec amertume comment Xavier repiétinait son travail de nettoyage avant même que ce soit sec, l'obligeant à recommencer 3 fois parce qu'il ne se préoccupait de rien ni de personne. Alexandra semblait tenir les ficelles du couple, orchestrant leur stratégie de communication avec une rancœur profonde. C'était grâce aux écoutes téléphoniques que le couple Otia sera finalement démasqué, révélant l'ampleur du complot qui avait mené au massacre. Ces surveillances électroniques ont également permis de découvrir l'existence d'un autre couple complice, élargissant considérablement la portée de cette conspiration meurtrière. Le couple Otia présentait effectivement un profil particulièrement suspect dès le début de l'enquête. David, sans emploi fixe, et Alexandra, ancienne employée de maison humiliée, nourrissaient une rancœur tenace contre les Flactif. Leurs antécédents conflictuels avec Xavier étaient bien documentés, ce dernier les ayant complètement baladés avec une promesse de location fantôme. Ils avaient versé une caution et payé des loyers pour un chalet auquel ils n'avaient jamais eu accès, celui-ci n'étant jamais sorti de terre malgré les promesses répétées. Otiat est le dernier à avoir vu la famille vivante. Cependant, des preuves génétiques et des écoutes téléphoniques commencent à le lier à d'autres suspects. Malgré leur arrestation, Otiat maintient sa version des faits. Ses aveux ne semblent pas corroborés par les éléments de l'enquête. Il finira par revenir sur ses aveux et se taillera dans le silence. Un procès s'ouvre, la tension monte. Les complices incriminent Otiat, tandis que son avocat, maître Luc Brossolet, tente de défendre son client face à des témoignages accablants. David Otiat est confronté aux familles des victimes et refuse de reconnaître sa responsabilité, la tête baissée. Il est condamné à la perpétuité, laissant une communauté sous le choc de cette tragédie. L'affaire Flactif est une sombre page de l'histoire criminelle française, soulignant les conséquences dévastatrices de la jalousie maladive, nourrie par une escroquerie immobilière et l'humiliation sociale s'est transformée en soif de vengeance meurtrière. Le verdict tombe rapidement à la fin du mois de juin 2006. David Otia est condamné à une peine de prison de 22 ans. Il a d'abord fait appel, puis s'est retracté. Le couple Aremza écope de 15 ans de prison pour Stéphane et 7 ans pour sa compagne Isabelle. Alexandra prend 10 ans, ayant déjà fait 3 ans de détention avant son procès. Les restes des Flactif n'ont jamais été retrouvés, brûlés trop violemment, jetés dans la nature par la suite. De nombreuses questions restent sans réponse. Leurs ossements sont aujourd'hui quelque part, certainement sous différentes formes, dans les grandes forêts du Grand Bornand. La seule chose qu'ont pu donner les experts scientifiques à leurs proches, ce sont 5 sachets de cendres. Mario, le seul survivant de la famille Flactif, désormais adulte, s'est exprimé récemment dans les médias, disant que s'il avait été là, il aurait pu protéger ses sœurs et son frère. Normalement, il devait arriver dès le vendredi jour du massacre et non le samedi. Mais son père biologique a refusé qu'il loupe un jour de cours lui sauvant certainement la vie. David Otia pourra solliciter sa libération conditionnelle dès septembre 2025, après avoir purgé seulement 22 années de détention pour l'assassinat de 5 personnes.
Cette perspective soulève une question fondamentale: comment accepter qu'un homme ayant méthodiquement massacré une famille entière puisse retrouver la liberté alors que ses victimes, elles ont été condamnées à la perpétuité? Leur sentence fut définitive, irrévocable, éternelle, ils ne verront jamais leurs enfants grandir, ne connaîtront plus jamais la chaleur d'un foyer familial, pendant que David Otetilla compte les jours avant sa possible libération. Mario, l'unique survivant, vit dans l'angoisse de cette échéance, appréhendant le jour où l'assassin de sa famille retrouvera la liberté. Mais peut-on parler de réinsertion quand les victimes, elles ne reviendront jamais?